désert du Sahara est un espace aujourd'hui hostile que peu de gens ont envie d'affronter. Guy de Schwartz, lui, en est tombé fou amoureux au point d'y retourner chaque année, durant plus de 60 ans. Une singulière passion née lors de la projection d'un film. La vie du père de Foucault. Son cheminement, sa vie en tant qu'homme officier, etc. Et sa découverte du désert. Et le choc qu'il a eu et qui a fait qu'il a abandonné l'armée. Quand je revenais avec mon carnet, dis donc, t'as vu tes notes? Je lui dis, ben oui. Et comment, si tu continues comme ça, t'auras jamais ton bac? Je dis, mais je m'en fous. Moi, je partirai dans le désert. Dans le désert, et tu vas faire quoi? Ben, j'en sais rien, dans un poste militaire, comme il y avait. Ben oui, mais il faut être officier. Pour être officier, il faut que tu aies ton bac. Je dis, mais non. Pour voir le désert dans mon poste, je voyais ce poste perdu, je verrai le désert, j'ai pas besoin d'être officier. Aussitôt, son autonomie acquise, il débarque en Afrique du Nord, bien décidé à réaliser son rêve. J'ai débarqué à Tunis, là après je ne sais plus ce que j'ai fait, et puis je suis parti marcher. Et ma première grande surprise, je dirais pas déception, c'est que pour moi le désert il faisait chaud. Or, la nuit, je grelottais, il y avait du vent, et c'était sitôt après la guerre. Je me suis fait préparer, j'avais pas de temps, j'avais rien. J'ai ramassé des tôles d'avion qui avaient été abattues, je me suis fait un abri, j'ai dormi, le jour a passé, et puis j'étais perdu. Je savais pas où j'étais. Cette expérience se termine bien. Il s'ensuit des séjours de plusieurs mois, vécus avec l'autre amour de sa vie. Je l'ai fait découvrir à mon épouse, et nous vivons ça dans une union totale dans la dimension dans laquelle moi je l'avais trouvée et qu'elle l'a trouvée elle aussi. D'autres personnes vont fuir le désert. Beaucoup de gens ont peur. Pourquoi, j'en sais rien, mais ils ont peur, ils n'aiment pas ça. Alors, je fais un tout petit parallèle avec la méditation que nous pratiquons, le zen, exactement comme beaucoup de gens ont peur de simplement s'asseoir face à un mur. Et alors quand on partait, parfois les amis disaient « Oh là là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire zazen là-bas, méditer ?» Puis j'étais surprise parce que non, là-bas, vivre là-bas, c'est une méditation. Il n'y a pas besoin de... Tandis qu'ici, pour retrouver cette dimension qui vous vient naturellement dans le désert, ici, j'ai besoin de ce coussin et de ce mur pour reconstituer, je dirais presque artificiellement, peut-être que je suis un peu parjure, là j'en sais rien, mais pour reconstituer artificiellement un état qui là-bas vous vient automatiquement. Les expéditions de Guy et Marie-Josée sont marquées avant tout par une recherche, s'imprégner de ce lieu, fusionner avec lui. Une quête improbable pour simplement vivre le moment présent. Ça a amené une autre façon de poursuivre son chemin dans l'existence, dans une autre dimension, et détaché de beaucoup d'astreintes dominatrices, castratrices de l'homme. On n'avait pas une idée fixe, on n'avait pas de but. Dans le zen, on dit toujours, ça je l'ai déjà, on pratique mushotoku, c'est un mot japonais, ça veut dire sans but, sans profit. Et s'il y a un but, on l'atteint, mais ça c'est encore illusoire. S'il y a un profit, on l'encaisse. Donc l'évolution, le processus, le zen, le désert, et toute l'étude de la préhistoire, c'est une unité. Tous les jours, le programme c'était, on se lève, on fait le feu, on prépare le café, le thé, et puis, allez, mon épouse préparait le petit casse-croûte, on partait avec nos sacs à dos,
Et puis on disait, tiens, où est-ce qu'on va aller? Oh bah tiens, on va aller par là. Les souvenirs de ces nombreuses expéditions peuplent leur tête. Des sables du désert, ils ont rapporté une extraordinaire collection d'objets, œuvres de la nature et des hommes. Un musée personnel matérialise cet enchantement de toute leur vie. Des milliers d'années, le Sahara a été recouvert par la mer, puisqu'on y a retrouvé ces fossiles. Le Sahara a été une région très luxuriante, puisqu'on y a trouvé, après, des arbres silicisés qui ont des millions d'années. Il y a eu toute cette évolution, c'est-à-dire qu'on a un aperçu dans le regard, je ne veux pas dire analyse, le regard dans des régions sahariennes, le début des outils de l'homme de la préhistoire qui a manifesté dans cette création un niveau d'intelligence, comment dirais-je, de savoir, d'innover, de construire, que l'Homo erectus, enfin tous les autres cheminements de l'évolution humaine n'avaient pas. Ça fait partie des premiers outils. Il y en avait d'autres, mais enfin disons que nous, ils ne nous ont pas intéressés parce que si vous prenez, vous voyez ça paraît un peu rudimentaire, mais enfin, il y a quand même ce magnifique travail. Là, on évolue parce que les outils ont des formes, enfin les armes ont des formes plus nettes, plus évoluées, qui signifie qu'il y avait déjà eu une évolution importante chez l'homme de la préhistoire. Le paléolithique, c'est l'homme qui s'est mis à travailler en ayant amené une réflexion, et il y a eu transmission de ceux qui les ont précédés. Donc on a la chaîne de l'existence humaine pour tailler, parce que bon, il fallait tailler dans le bois, puisqu'il y avait quand même du bois, à l'époque il y en avait encore, maintenant dans le désert, et il fallait pouvoir façonner, parce que vous voyez, regardez la finesse, la finesse de ce travail, regardez, quand vous voyez ça, donc il y avait était apparue une intelligence de l'homme pour pouvoir faire toute cette catégorie. Vous voyez, ça c'est le petit embout qui se mettait dans du flèche, moi je dis la lance, et puis splof, ça continue avec des outils qui vont prendre des formes légèrement différentes. Là, ici, on a des outils qui indiquent bien que c'était pour tailler, créer des outils avec des pierres plus résistantes et qui permettaient de faire des éclats et des néolithiques qui a précédé l'évolution de l'homme. Et on a des outils alors beaucoup plus, je dirais pas sophistiqués, mais beaucoup plus précis, beaucoup plus, qui indiquent bien qu'il y avait une recherche et une construction en fonction de ce qu'on voulait faire. Et il y avait une technique, puisque voilà, ça a été fait dans un bloc de pierre, ça a été taillé successivement. Là, ils ont fait un manche, et on a un outil comme on a aujourd'hui un marteau. C'est comme un marteau, sauf que c'était à multiples usages. Oui, non, là, c'est un cheminement, c'est une poursuite, il n'y a pas d'arrêt, il y a une origine du paléolithique, et puis tout ça en fonction de l'évolution des êtres humains. Fabuleux, ça. Oui. En plus, il y a la forme et quand vous le tenez, vous voyez, alors,
Voilà. Bon, alors, oui, alors, ce que vous venez de dire, c'est ce qui nous a, nous, profondément marqué, mon épouse et moi, c'est que il y avait une pierre. Bon, elle était un peu, hein, et on la prenait, et comme là maintenant, on la prend, et cette pierre est chargée, je dirais, d'énergie ou une mémoire. Aujourd'hui, on a les CD, les compact disques, enfin tous ces, hein, Internet, etc. Là, il y a une mémoire. Ça évoque l'éternel présent, l'infini présent, sans commencement ni fin. On retrouve, voilà, si vous voulez, voilà, on retrouve à peu près toujours, enfin toujours, mais dans des formes, dans des textures, la même, parce que pour couper, ben c'est pareil, pour tuer, c'est pareil, pour entailler, c'est pareil, mais ce qui était intéressant pour nous, c'est suivant les zones, de trouver des formes quand même un peu différentes, et les textures de pierre différentes. Là, ben, on est à l'époque beaucoup plus récente, où apparaissent alors les pointes de flèches, hein, et des outils qui sont, vous voyez, par exemple, ça c'est magnifique, quand vous voyez la délicatesse de ces tailles, hein, et avec quoi ils arrivaient à façonner, et qu'il n'y ait pas d'erreur, sur 500-600 000 ans, on pourrait dire. Et ça a été encore, nous on en a, par exemple celle-là, c'est une qu'on a trouvée dans le Grand Sud algérien, mais dans une tribu où on y avait été introduit par un Touareg qu'on connaissait, et qui nous en a fait cadeau quand il a su qu'on s'intéressait à l'histoire et à la préhistoire. Les chemins pris par Guy et Marie-Josée les ont aussi conduits à rencontrer le présent et les habitants de ces lieux si inhospitaliers. Marie-Josée a puisé beaucoup de force dans leur mode de vie. Le désert était un moment privilégié pour moi, dans la vie, un cadeau, voilà, un véritable cadeau, et qui permettait de se défaire de beaucoup de choses qui, à mon sens, ici, enferment les gens dans la peur, je trouve que c'est épouvantable. Certainement aussi heureux que nous, et certainement pas plus malheureux que nous. Alors à nos yeux, un dépouillement total, ils n'ont rien, mais vu avec les yeux de là-bas, eh bien, Inch'Allah, chaque jour, ils ont exactement ce dont ils ont besoin, et ils ne demandent rien de plus. Les Touaregs comme ça, ils demandent l'espace et qu'on leur fiche la paix, hein, et de les avoir eux aussi encadrés dans des frontières, hein, et scolariser, je dirais presque de force les enfants, etc. Personnellement, je ne suis pas pro. Je crois que chacun qui vient sur Terre est né dans un endroit où c'est dans ce biotope-là qu'il doit se réaliser, et que ce n'est pas nécessairement notre biotope à nous, de blancs, prétentieux et arrogants, d'aller imposer ce truc-là ailleurs. Là, je suis formellement opposée. Et ces gens m'ont souvent beaucoup appris dans leur joie. Et je ne sais pas, dans leur hospitalité, c'est inimaginable chez nous.